Et l'idée, c'est de pouvoir créer un temps d'échange et de rencontre entre tous les membres du labo pour qu'ils puissent partager des actualités, des expériences, des bonnes pratiques et des projets qu'ils veulent que chacun d'entre vous est en train de mettre en place dans son territoire. Donc, c'est une approche qui est très transversale. L'idée, c'est d'avoir des sujets assez larges pour que tout le monde puisse témoigner ou apprendre quelque chose. Là, on avait fait une première édition au mois d'avril dernier avec COP/FR qui parlait de l'étude qui venait de sortir sur l'égalité femmes-hommes dans les coopératives. Et il montrait justement que même s'il y avait encore il y avait déjà de grands progrès qui avaient été faits dans les coopératives en matière d'égalité femmes-hommes, mais il y avait encore des choses à faire, mais qu'on était vraiment en termes de modèle assez performant par rapport au modèle plus classique des entreprises. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, et en accord avec le mouvement associatif représenté par Adèle Cross et, et Charlotte Debré de la Fonda, c'est d'évoquer un autre sujet qui s'appelle le guide asso. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est un dispositif qui a été mis en place il y a déjà quelques années, qui n'a pas forcément eu beaucoup de reconnaissance, enfin, de connaissances et de visibilité, et qui en fait permet de créer un réseau d'appui dans les territoires à la vie associative, donc pour accompagner les associations avec des missions d'accueil ou d'information au niveau territorial. Donc ce que je vous propose, c'est de séquencer bonjour Charlotte, ce petit webinaire qui dure 40 minutes. Hein. Le format est volontairement court pour aller à l'essentiel et pour vraiment donner de la place aux échanges, d'avoir une première présentation par le mouvement associatif qui est à l'origine de ce dispositif pendant une quinzaine de minutes. Charlotte, après, prendra la parole pour parler de l'évaluation qui a été mise en place de ce dispositif auquel la Fonda a largement contribué. Et puis d'avoir dans un troisième temps, un temps d'échange entre vous, entre le mouvement associatif et la Fonda, pour soit partager vos expériences dans vos territoires, voir comment ça marche et comment vous le ressentez, ou poser des questions sur les enjeux et les défis auxquels Guidasso va être confronté dans les temps à venir. Hein. Adèle, je te laisse la parole. Le micro n'est pas ouvert, Adèle. Merci, ouais, c'est bon, je m'en suis aperçue. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, on va faire un temps de présentation. Alors, hop, je ne sais pas si ça passe. Voilà, ça passe à deux voix. Moi, je vais vous parler un peu rapidement de ce que c'est Guidasso pour essayer de l'illustrer le mieux possible. Et puis ensuite, Charlotte interviendra sur la partie évaluation, parce que c'est la Fonda qui conduit l'évaluation de Guidasso pour la deuxième année. Voilà, comme le disait Amélie, on a prévu un temps relativement court d'intervention pour laisser place aux échanges. Si jamais, alors moi je ne vous vois pas parce que je diffuse le diaporama, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à intervenir ou on pourra clarifier. Donc Guidasso, c'est un dispositif qui a démarré en 2020 sous une forme de préfiguration. En fait, le mouvement associatif des Hauts-de-France a porté le dispositif PIVA, que certains et certaines connaissent peut-être, qui a donné lieu ensuite au fait qu'on a pas mal poussé au développement de ce dispositif, en tout cas de ce projet associatif, que ça devienne un dispositif. L'idée, c'est de mettre en réseau les associations au niveau local pour renforcer l'accompagnement des associations au plus près des territoires. Donc, ça, c'est le propos de Guidasso. Donc, ce n'est pas un guide papier, hein, c'est bien la mise en réseau d'acteurs et de dispositifs existants sur les questions d'accompagnement à la vie associative locale. Il y a eu un travail en 2018 dans le cadre du chantier vie associative de concertation, et il y avait notamment dans les préconisations le fait de pouvoir essaimer ce dispositif PIVA, enfin ce projet PIVA, au niveau plus national. En 2020, j'y vais un peu rapidement, mais en 2020, on commence une préfiguration qui se base sur des objectifs qui avaient été décidés collectivement dans des cercles plus larges avec les acteurs associatifs et des ministères impliqués de près ou de loin sur les sujets associatifs. 3 objectifs donc,
l'idée de co-construire une stratégie territoriale d'accompagnement local. Donc, co-construire, c'est entre les services de l'État et les partenaires associatifs. Une stratégie territoriale, donc une stratégie régionale, sur la base d'un état des lieux. Un objectif d'améliorer un objectif d'améliorer l'accompagnement pour les associations. Donc, que pour les porteurs de projets associatifs, ce soit plus lisible, plus visible, plus accessible et que ce soit gratuit. Et ensuite, organiser la montée en compétences des acteurs de l'accompagnement à la vie associative locale et renforcer le modèle économique de ces acteurs qui peinent parfois à trouver leur modèle de financement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc, la carte, elle illustre un déploiement qui est échelonné. C'est maintenant un dispositif d'État porté par la GEPVA et ses services déconcentrés en partenariat avec le mouvement associatif national et régional quand il est constitué, ou un partenaire associatif désigné. On est à 850 missions Guidasso labellisées sur le territoire. Donc ça, c'est les derniers comptages en janvier 2024. On est en train de faire une nouvelle campagne là d'évaluation dont on va parler ensuite, et un déploiement échelonné qui fait qu'il y a des entrées progressives et un accompagnement de pair à pair entre les différentes régions. L'objectif est d'arriver à un essaimage tout à fait national, donc sur l'ensemble des territoires, outre-mer compris, à partir de 2025, sous réserve des blocages des crédits dans le projet de loi de finances. Rapidement, il y a 4 missions de Guidasso, donc 4 types alors on parle de labels, de marques, mais en tout cas, voilà, 4 fonctions. Pour essayer de les illustrer en grande maille, il y a le label orientation qui vise à plutôt, par exemple, un service de mairie qui n'aura pas nécessairement de spécificité et de connaissances spécifiques de la vie associative, mais qui peut être néanmoins interrogé, soit par des associations de son territoire, soit par des porteurs de projets qui envisagent de se constituer en association. Et du coup, elle est en capacité ensuite d'orienter. C'est-à-dire, en gros, ce n'est pas de l'accompagnement, mais c'est une orientation à l'intérieur du réseau. Après, il y a un niveau information sur les éléments fondamentaux, les éléments de base de la vie associative. Par exemple, comment je dépose mes statuts. Des accompagnements ensuite plus poussés, généralistes, par exemple sur la fonction employeur, sur la révision du projet associatif, ou des accompagnements spécialistes, là, qui vont être davantage sur des choses très thématiques, par exemple le sport, le développement rural, pour en citer seulement quelques-uns. Voilà pour la présentation globale. Peut-être qu'on peut passer à Charlotte, si vous avez des questions de clarification à ce stade, n'hésitez pas. Je vous propose qu'on passe aux questions dans le 3e temps. Donc, notez sur un papier et on pourra aborder les questions plus générales. Merci beaucoup, Adèle. Charlotte, toi, tu as travaillé au niveau de la Fonda sur l'évaluation du dispositif parce que, effectivement, le dispositif a été lancé en 2020, mais ce qui était intéressant, c'était de voir comment ce dispositif qui est une collaboration entre les pouvoirs publics et le secteur associatif, c'était assez innovant. Il y a eu un gros travail, tu vas nous raconter sur comment parler de la même langue et avoir les mêmes objectifs, sachant que les enjeux pour chaque acteur n'étaient pas forcément les mêmes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment vous avez fait? Oui, merci. Ouais, c'est vrai que peut-être pour ceux qui connaissent pas la Fonda, on fait partie avec le labo de l'ESS, de la VIS, de ceux qui sont très très vite saisis des sujets de l'évaluation, non pas dans des enjeux de redevabilité, mais de pilotage et de mesure de la qualité des progrès avancés. Et quand Adèle présentait Guidasso, elle a plusieurs fois évoqué le terme de objectif, et qui dit objectif devrait naturellement être suivi de comment on va mesurer qu'on a atteint ces objectifs qui sont vraiment ambitieux, puisque c'est une politique qui est co-construite, co-animée, et donc pour aller dans la même ligne, on a décidé de la co-évaluer et donc de se doter très très tôt d'un langage commun, d'un cadre commun et d'un dispositif avec des outils communs à l'ensemble des échelles de déploiement.
Donc, si tu veux bien, depuis 2022, en fait, je me mobilise au niveau du groupe de travail national et de plus en plus en région aussi pour assurer une sorte de service après-vente pour aider les acteurs qui déploient Guidasso dans les territoires à s'approprier la philosophie de cette démarche d'évaluation, les outils et à avoir bien en tête les grands moments où il va falloir collecter de la donnée et leurs usages et l'analyser. Donc, il y a eu, pour construire le cadre d'évaluation, c'est-à-dire le langage, se redire à quoi sert Guidasso, se redire comment ça va se traduire, se décliner en objectifs très opérationnels, avec quelles ressources on va déployer Guidasso, en recherchant quel type de résultats et par quel type d'activité on va passer, 15 à 16 ateliers pour co-construire le cadre. Alors, je ne veux pas vous effrayer, mais c'était aussi un moment de montée en charge de Guidasso tout court. Donc, il fallait s'approprier Guidasso et construire un cadre d'évaluation en marchant. Donc, ça a pris le temps. On a pris le temps, on s'est donné le temps de construire ce cadre commun que je vais vous présenter très rapidement. C'est trop mignon, il y a Adèle. Ouais, désolée, j'ai perdu le PowerPoint, du coup je tente de le retrouver. Mais le cadre commun, donc, pour revenir là-dessus, c'est se redire la finalité générale de la politique publique qu'on est en train de co-construire, des objectifs opérationnels, des réalisations, des ressources, des résultats et éventuellement des impacts recherchés et surtout problématiser cette démarche d'évaluation. À quoi elle va servir, qu'est-ce qu'on veut faire lui dire, car très souvent des démarches d'évaluation ne sont pas assez problématisées, donc on va collecter des centaines de données dont on n'aura pas l'utilité. Donc voilà, ça a eu l'occasion aussi, ça a eu l'effet aussi de se redire collectivement pourquoi on fait tout ça finalement, à qui on s'adresse. Donc la finalité, dans le cadre de Guidasso, la finalité est de permettre à chaque association de trouver près de chez elle une réponse gratuite et de qualité à ses besoins d'accompagnement. Et ça se décline en objectifs, stratégies, qu'on a eux-mêmes déclinés selon la cible, puisque vous avez compris, il y a une cible directe qui sont les acteurs de l'appui. Et pour eux, l'objectif visé, c'est qu'ils soient mieux connus, mieux formés, mieux organisés pour coopérer et mieux chaîner leurs accompagnements. Pour les associations, être mieux informés, mieux orientés, mieux accompagnés pour mener à bien leurs projets d'intérêt général. Et d'ailleurs, c'est les assos d'intérêt général qui sont les bénéficiaires, pas toutes les assos. Pour l'ensemble du réseau Guidasso, puisqu'on considère que c'est aussi un collectif apprenant, c'est de co-construire à différentes échelles la stratégie territoriale la plus adaptée aux besoins du territoire et le plus possible l'inscrire dans une dynamique dans la pérennité, dans la durée. Donc voilà pour ce cadre-là, ça a été rapide, un atelier, mais se redire ça avant de se lancer dans l'élaboration des outils, c'était très utile pour se redire ce qu'on fait ensemble et du coup décomposer la stratégie en réalisation, c'est-à-dire ce qui est mis en œuvre, qu'allons-nous faire pour atteindre ces objectifs stratégiques, donc c'est concrètement les actions qu'on met en œuvre, les ressources, c'est donc l'ensemble des moyens qui ne sont pas seulement financiers, mais qui peuvent être l'allocation de salles, de temps, de la mise à disposition de bénévoles, la mobilisation d'un réseau, etc. Et de résultats. Les résultats, c'est ce que produisent directement les actions, donc ce sont les effets directement imputables à Guidasso. Qu'est-ce que ça change pour nos 3 cibles, les acteurs de l'appui, les associations et nous-mêmes. Donc ça nous a permis de décomposer un petit peu la stratégie et on est ensuite allé problématiser la démarche d'évaluation. C'est ce qu'on appelle
formuler les questions évaluatives. Et c'est hyper important de se mettre d'accord sur le sens de cette démarche d'évaluation parce que ça va conditionner le choix des informations ou indicateurs qu'on va collecter ensuite. Si on veut mesurer qu'on est plus performant qu'avant ensemble, on ne va pas collecter les mêmes informations que si on veut mesurer qu'on fait ce qu'on a dit et qu'on est pertinent. Donc, dans le cas de Guidasso, il y a un critère prioritaire qui a été retenu par les groupes de travail national, c'est le critère de l'efficacité. Dans quelle mesure les objectifs de Guidasso ont-ils été atteints? C'était la première question évaluative à laquelle ils cherchent à répondre. Et puis le second critère, c'était l'efficience, c'est-à-dire est-ce que les moyens alloués à Guidasso sont surdimensionnés, ce qui serait peu probable, ou dimensionnés pour atteindre nos objectifs. Donc au passage, vous remarquez que en construisant ce cadre, on se rappelle aussi quelques notions de base d'évaluation. À partir du moment où on a déterminé la question évaluative, on peut parler enfin des indicateurs. L'indicateur, c'est une information qui n'est pas forcément que quantitative, elle peut être qualitative, mais qui vont permettre de répondre à notre question évaluative. Donc, dans quelle mesure, avec quelles données, on va vérifier qu'on atteint nos objectifs et que nos moyens sont cohérents avec ces objectifs. Donc, il y a plein de types d'indicateurs. Dans le cadre de notre démarche, on voulait la moins usine à gaz possible. On en a retenu 16 pour le tronc commun. Mais on laisse toute liberté aux mouvements associatifs régionaux et aux co-animations régionales et départementales de rajouter des indicateurs, mais avec la précaution quand même de se dire, est-ce que vous êtes sûr que vous allez avoir un usage de la donnée que vous allez collecter, car derrière, c'est du temps que vont passer soit les acteurs de l'appui, soit les associations, soit les co-animations à répondre à vos questionnaires, à répondre à vos enquêtes. Donc, 9 indicateurs collectés directement auprès des points d'appui. C'est quand même la cible immédiate de Guidasso. Et ça remonte par les co-animations départementales. Et 7 indicateurs qui sont collectés auprès des co-animations départementales par les co-animations nationales et régionales. Ça, c'est le tronc commun des indicateurs pour mesurer l'atteinte ou non des objectifs, donc un critère d'efficacité. Vue d'ensemble du référentiel commun, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, ça c'est la feuille de route globale où tous les énoncés, la finalité, la cible, les objectifs, les critères, les types d'indicateurs, qui collectent, auprès de qui, quand, avec quelle méthode, tout est là-dessus. Ça c'est vraiment la vue d'ensemble de la démarche d'évaluation. Cette démarche, ce cadre d'évaluation a ensuite été traduit en dispositif, c'est-à-dire qui va collecter quoi, qui analyse quoi, quel est le rôle des différentes, le rôle de chacun dans la collecte, dans l'analyse, dans le traitement, dans la diffusion des résultats, et quels sont évidemment seulement les outils, c'est-à-dire est-ce qu'on fait une enquête, un questionnaire en ligne, ou est-ce qu'on fait des entretiens qualitatifs, etc. Bref, ça c'est vraiment l'alignement opérationnel de toute la première phase sur laquelle on a passé quand même beaucoup plus de temps, les 5 premiers ateliers, c'est-à-dire vraiment problématiser, cadrer la démarche d'évaluation avant de se lancer. Et maintenant, donc, je vais passer au slide suivant, donc le dispositif commun. Je ne vais pas le commenter plus que ça, mais voilà, il y a des données collectées auprès des points d'appui labellisés, il y a un questionnaire en ligne, il y a des outils de suivi proposés pour faciliter cette collecte d'informations, donc suivi fil de l'eau, il y a des données collectées auprès des co-animations, donc là c'est par la co-animation régionale et nationale qu'on va les collecter, le nombre de points d'appui labellisés par département, par type de label, par type de statut, le taux de couverture des EPCI, puisque c'était une demande de la politique à l'époque de la ministre en charge de la vie associative. Voilà, un certain nombre d'informations qu'on collecte, soit au fil de l'eau, soit chaque année. Et puis là, on va tester cet été une collecte
d'information auprès des associations. Donc là, on est plus sur des enjeux d'aller mesurer ce que produit Guidasso auprès des associations elles-mêmes, qui sont les bénéficiaires ultimes. On n'est pas encore dans une logique d'impact, c'est-à-dire des effets indirects auxquels Guidasso contribuerait, parce qu'on n'a pas les moyens de faire une vraie étude d'impact. Déjà, on n'a pas les moyens de déployer confortablement Guidasso, mais alors encore moins d'en faire une étude d'impact. Néanmoins, quand même, on cherche à regarder. Donc, on va tester cet été un questionnaire un questionnaire auprès des associations qui ont été accompagnées par des Guidasso pour comprendre comment est-ce que ça a changé quelque chose pour elles, et vérifier un certain nombre d'énoncés qui étaient présents au départ sur la facilité de trouver un Guidasso, le taux de couverture, pas de zone grise dans les territoires, la qualité de l'accueil, la qualité de l'accompagnement qui leur a été proposé, etc., etc. Parents pauvres des démarches d'évaluation, et sur lequel je voudrais insister un tout petit peu, parce que c'est pas la première fois que j'accompagne des dynamiques collectives dans l'adoption d'un cadre évaluatif commun. C'est pas une tâche supplémentaire, l'évaluation. C'est une mission intégrée à l'animation territoriale, et c'est comme ça qu'on l'a présenté dans le cadre des webinaires qui ont suivi l'élaboration de ce cadre, des outils et du mode d'emploi qu'on a appelé le VADEMECUM. C'est une mission intégrée à celle des co-animations, tant au niveau régional que départemental et national, parce que ça permet de suivre donc, on peut passer à la slide d'après. Parce que ça permet de piloter finement l'action, et les démarches tests qui nous ont permis de remonter des données qui ont pu ensuite aller défendre le prolongement et même l'augmentation des moyens affectés à Guidasso dans le cadre de loi de finances. Mais c'est surtout aussi parce que ça donne à voir le sens de l'engagement de chacun. Ça permet régulièrement de montrer à tous ceux qui s'engagent dans cette dynamique collective et très, très territoriale, que ça crée de la valeur sociale, que ça crée du lien, qu'on est dans une démarche apprenante, qu'il y a de la montée en compétences, etc. Et puis ça permet aussi de réajuster finement en fonction des résultats de chaque évaluation annuelle et du suivi en continu, de réajuster finement les efforts qu'on peut faire pour combler une zone blanche ou pour aller chercher tel ou tel spécialiste en réponse aux besoins des associations. Et ça implique d'avoir toujours en tête que c'est pour ça qu'on a des outils communs, etc., que cette mission doit être transférée en cas de turnover, ce qui est hyper fréquent dans nos réseaux au bout de 2-3 ans. Et là, il y a vraiment un très gros enjeu de transmission de cette mission, d'être référent évaluation, entre guillemets, dans la durée, ou de s'assurer qu'il y ait un relais qui soit pris, parce qu'après, ça fait des trous dans la raquette et c'est très difficile de reconstituer a priori la collecte de données. Et puis, dernier truc, parents pauvres en général, et après j'arrête, j'ai été trop longue déjà. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait de ces évaluations? Et dans le cadre de Guidasso, j'ai quand même ça à vous le dire, mais c'est vrai que cette capitalisation, le fait d'en tirer des enseignements, le fait de enfin répondre à notre question évaluative, est-ce qu'on a atteint nos objectifs stratégiques, partiellement, totalement, et qu'est-ce qu'on devrait changer pour pouvoir le faire, etc. C'est assez crucial et c'est souvent négligé dans une démarche d'évaluation, mais c'est essentiel d'en tirer les enseignements et de se demander dans quelle mesure on les partage, largement ou pas. Alors, ça va dépendre des résultats, évidemment, et de nos enjeux de communication, de levée de fonds, etc. Mais voilà, il y a une grosse réflexion aussi à avoir sur les enseignements qu'on tire de ces démarches d'évaluation et comment elles peuvent venir réalimenter, réorienter le pilotage stratégique d'un paquebot qu'est Guidasso, parce qu'aujourd'hui, c'est 880 points d'appui, mais c'est derrière
une co-animation dans chaque région et dans chaque département, avec un taux de couverture quasi complet dans les régions qui sont déjà engagées. Il n'y a que 6 régions qui, pour le moment, qui ont labellisé en 2023, mais là, on a déjà en 2024 beaucoup plus de régions qui labellisent. Donc, voilà. Et c'est rigolo parce que les gens qui ont participé au groupe de travail n'étaient pas forcément engagés dans le déploiement de Guidasso, s'y mettaient et avaient intégré d'entrée de jeu la nécessité de mesurer au fil de l'eau l'atteinte des objectifs. Et ce sera mon mot de la fin. Merci Charlotte. Merci beaucoup. C'était très intéressant le fait que tu partages la méthode, comment vous avez mis en place. C'est vrai que dès qu'on commence à parler d'évaluation, ça fait tout de suite un peu peur et les associations en particulier se disent là, c'est encore un truc supplémentaire, en particulier avec des financeurs, puisque là, c'est bien une approche qui est faite à la fois par les collectivités locales qui sont financeuses et les bénéficiaires, enfin les acteurs de terrain que sont les associations. Donc, ce qui est, comment ce langage commun, même Adèle, si tu peux témoigner de comment est-ce que c'est facile à mettre en place entre des collectivités locales, avec derrière aussi, on peut repenser aux contrats d'engagement républicains qui sont parfois sujettes à différentes lectures du rôle des associations. Est-ce que ce langage commun, il a été facile et il est encore facile à mettre en place, selon vous? Charlotte, tu veux répondre ou Moi, je veux bien répondre sur cette question de langage commun. Je pense que c'est en faisant qu'il l'acquiert au fur et à mesure. Il y a un gros enjeu ensuite. Là, nous, on a travaillé avec un noyau d'une trentaine de personnes, fait des webinaires pour partager, etc. C'est dans la pratique qui s'intègre et on n'aura jamais tous la même définition de ce que c'est qu'un indicateur, un critère, etc. L'essentiel, c'est qu'on se comprenne. C'est-à-dire que nous, on a assumé qu'on n'avait pas forcément le langage. D'ailleurs, il n'y a pas de langage officiel, mais il y a quand même une grande tendance de bien distinguer les réalisations des résultats et des effets qu'ils produisent. Donc ça, ça devient le langage commun du réseau Guidasso. Et l'essentiel, c'est qu'ils se comprennent entre eux. Quand on parle d'un indicateur qui voit très vite. Mais ça s'acquiert aussi avec la pratique. Au niveau des territoires, j'ai moins de retours des collectivités territoriales et tout ça. Est-ce qu'elles sont impliquées? Est-ce qu'elles comprennent le sens de cette démarche d'évaluation? C'est souhaitable, mais je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait que les acteurs qui en sont les ambassadeurs aient le temps de faire de la pédagogie et de le porter en fait auprès des collectivités. Mais je préjuge, je pense qu'il manque de temps concrètement. Les premières démarches, les premières enquêtes montrent qu'il y a assez peu d'équivalents temps plein dédiés au déploiement que le reste, faire de la pédagogie, enfin voilà, ça reste compliqué, ça manque de temps. Adèle, tu veux compléter peut-être? Oui, en tout cas, sur comment ça a été perçu par les acteurs de l'accompagnement, l'évaluation, enfin en tout cas par les co-animations qui ont relayé auprès des acteurs de l'accompagnement. Il y avait des réticences au départ, parce que voilà, on a toujours peur qu'on nous en demande trop, et c'est normal. Et puis, mais c'est vrai que, comme disait Charlotte, il y a eu un travail d'accompagnement sur cette évaluation. Il y a eu des temps aussi de sollicitation qui ont permis aussi de légitimer et de faire comprendre la démarche. Et on est sur un volume d'indicateurs qui est relativement restreint et qui, pour l'instant, répond à notre besoin, nous, au niveau national, d'avoir quand même des données pour être en capacité de quantifier et de rendre compte de ce qui se fait concrètement, sans être... Voilà, on veille à cet équilibre sans trop surcharger sur les indicateurs, enfin sur les données collectives. Merci. C'est le moment des questions. Hugues, et puis n'hésitez pas à lever la main si vous voulez prendre les questions. On les prendra dans l'ordre. Essayez d'être brefs tous pour qu'on puisse garder les 10 minutes qui nous restent. Moi, j'ai une question basique. Peut-être que je devrais avoir la réponse, mais je ne l'ai pas. Comment s'articule Guidasso avec le dispositif DLA, y compris avec les données qui sont moulinées par la VISE sur l'évaluation des DLA, où il y a quand même
beaucoup de données qui sont disponibles. Et dans un contexte où l'argent public pour financer l'accompagnement est en réduction, les DLA sont menacés. Enfin menacés, pas dans leur existence, mais plutôt avec des menaces sur le budget, en tout cas 2024. Donc, comment s'articulent les deux choses? Alors, au niveau territorial, les liens se font depuis un moment entre les acteurs qui animent le DLA et les co-animations Guidasso. Donc, depuis le départ, en fait, dans la méthode de Guidasso, l'idée, c'est de commencer par des rendez-vous pour expliquer ce qu'est Guidasso et voir comment on va pouvoir s'articuler avec l'existant. Donc, évidemment que les DLA au niveau régional et départemental ont été sollicités et rencontrés. Au niveau national, ça prend plus de temps. On a eu un premier comité de pilotage, justement, pour discuter avec le comité de pilotage du DLA sur comment les choses allaient pouvoir s'articuler. Voilà. Donc, ça prend du temps. Le souci de réduction de moyens, il est présent aussi. C'est parfois ce qui peut aussi freiner l'articulation, parce qu'on pourrait craindre que l'articulation se traduise aussi à un moment par une réduction de moyens côté DLA comme côté Guidasso. Donc, voilà, ça peut être un élément, en tout cas, c'est chez nous un élément d'attention fort et on est assez, on est assez collectivement inquiets. Mais en tout cas, il y a une volonté d'articuler. Après, voilà, c'est deux dispositifs. Le DLA qui a une antériorité forte et des modalités de construction et de structuration qui sont différents. Guidasso, c'est un cadre, mais il y a une grande liberté à l'intérieur du cadre au niveau territorial pour développer ou en tout cas soutenir des acteurs sur tel ou tel niveau en fonction de la stratégie identifiée. Le DLA, c'est une construction qui est un peu différente. Donc, voilà, il y a une volonté. Après, ça prend du temps. Merci. Jean-Baptiste? Oui, d'abord, merci pour cette présentation très, très claire. Moi, j'avais 3 points rapides. La première, je me demandais de quelle manière vous concevez en fait Guidasso aussi en termes de diffusion de pratiques et d'outils. J'ai un exemple d'outil assez concret en tête. On est en train de travailler sur un projet d'outillage juridique pour l'action associative et notamment pour les acteurs associatifs qui sont embarqués dans des luttes sociales, environnementales, etc. Et du coup, je me demandais, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure du niveau 2, je crois, avec l'information sur les statuts. Nous, dans ce cadre-là, on a rédigé une fiche pour indiquer la manière dont on peut rédiger des statuts ou actualiser les statuts de manière à ensuite avoir des actions juridiques. Donc, je me demandais, voilà, comment est-ce que vous envisagez, en fait, Guidasso dans, finalement, la diffusion d'outillage comme ça? C'est le premier point. Le deuxième point, c'est évidemment, pour nous, CAC, un gros warning sur la notion d'impact en termes d'évaluation. Bon, je renvoie à notre rapport de l'Observatoire citoyen de la marchandisation, que je pourrais vous mettre en lien, notamment à partir de la page 63, où on essaie de déconstruire cette notion qui, pour nous, est très dangereuse pour le mouvement associatif, mais on ne va pas faire le débat forcément ici. Le troisième point, c'est sur l'évaluation, il y a une question évaluative qui m'a beaucoup intéressé, là, qui en gros, qui a l'adéquation entre les moyens et les objectifs. Et donc, ça veut dire comment est-ce qu'on arrive à estimer ces moyens, éventuellement à avoir une approximation chiffrée, et où est-ce qu'on en est? Parce qu'effectivement, ça rejoint un peu les inquiétudes sur le DLA dans le cadre du plan d'austérité qu'on a en face de nous et qui n'est qu'un début. Comment ça va se passer, quoi? Voilà. J'ai dit. Merci. Merci. Je me lance, Charlotte, et puis n'hésite pas à compléter peut-être. Alors, sur la partie outillage, c'est un des chantiers qui est devant nous. En gros, là, par exemple, je ne l'ai pas précisé, mais les 850 points d'appui qu'on a recensés, c'est sur 6 régions. Donc, on a beaucoup concentré notre énergie sur il faut que le dispositif se déploie et commence à labelliser. Et maintenant, effectivement, se pose la question des ressources. Pour l'instant, on n'est pas très avancé. On commence effectivement à avoir… Alors, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à quelque chose de très structuré et c'est l'objectif vers lequel nous voulons tendre. À ce stade, et ça rejoint un peu la question des moyens, c'est que s'il n'y a pas vraiment de moyens dédiés pour avoir un centre de ressources, ça va être plus compliqué. On commence à infuser des éléments, donc ça pourrait être effectivement intéressant. Enfin, nous, on sera assez preneurs de diffuser déjà des éléments. Alors, ça va être
sans doute assez décevant dans un premier temps, hein, mais ça va être de la diffusion mail parce qu'aujourd'hui, on n'est pas structuré pour faire plus, clairement. Mais en tout cas, on est assez preneur. Alors, quand je dis on, c'est la Djebba et moi-même. On peut se prévoir un rendez-vous sur les différents outils que vous proposez. Voilà, on est au début de la structuration. On avait essayé de structurer justement cette question de mutualisation et de diffusion des ressources au tout démarrage de Guidasso, mais en fait, on s'est cassé le nez parce que au niveau du territoire, ils n'étaient pas prêts, ils n'avaient pas la capacité. Enfin, voilà, ils étaient occupés à structurer le réseau et c'était pas le bon moment. Ça devient vraiment le sujet d'actualité. Donc, preneuse là-dessus, preneuse au pluriel. Sur l'impact, je laisserai peut-être Charlotte répondre, mais oui, moi, en tout cas, j'ai connaissance de votre rapport sur la marchandisation et oui, vous faites bien effectivement de pointer des limites. Et sur l'adéquation entre l'objectif et les moyens, alors c'est complexe de répondre. Je crois qu'on peut assez tranquillement répondre sur le fait qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. Le modèle économique aujourd'hui, c'est des financements avec des postes FONGEP, de 1 à 2 unités FONGEP en fonction des acteurs labellisés, donc en fonction s'ils sont principalement fléchés sur les niveaux information à base d'un poste FONGEP et accompagnement spécialiste à base de 2 postes FONGEP. Il n'y a pas d'autres moyens dédiés sanctuarisés, ce qui est compliqué, parce que du coup, quand il faut animer des réunions, il n'y a pas nécessairement toujours les moyens pour le faire. Donc, on cherche un peu les marges de manœuvre, on cherche clairement les marges de manœuvre là-dessus. Et après, la réalité est aussi que Guidasso se structure et arrive sur les territoires, alors qu'il y a déjà des dynamiques en place, des financements, des collectivités territoriales, le DLA, etc. Donc, en réalité, le modèle économique, il est difficile à appréhender dans le sens où il va s'adapter en fonction de l'existant. Je donne un exemple que j'ai en tête parce que j'y étais lundi. En Ardèche, il y a un financement des principaux accompagnateurs de la vie associative par le conseil départemental, ce qui n'est pas vrai dans d'autres départements. Donc là-dessus, c'est tout l'intérêt d'avoir quelque chose qui est souple et qui s'adapte aux besoins du territoire, mais au niveau pilotage national, on commence à voir que ça va être un peu compliqué. Voilà sur ce point-là. J'ai l'impression que j'ai oublié un point, mais si jamais ça me revient, je vous le donnerai. En tout cas, on n'a pas suffisamment de moyens et on n'aura aussi pas suffisamment de moyens en termes de maillage territorial. C'est-à-dire qu'il y a une ambition de mailler le territoire, mais aujourd'hui, au regard des postes FONGEP, alors on est content dans le sens où c'est inédit en termes de financement de la vie associative par la Djebba, mais néanmoins, c'est pas suffisant. Peut-être sur l'impact, Charlotte, est-ce que tu veux réagir Oui, je crois qu'elle avait été déconnectée. Alors, j'ai perdu le C'était fil un peu avec le risque parce que- de l'évaluation, Charlotte. Tu peux me redire De la l'impact. question? C'est le fait que c'était dangereux. Enfin, il y avait toujours une démarche un peu dangereuse dès qu'on parle d'évaluation et d'impact. Oui, alors il y a surtout une grosse confusion sur ce que c'est que l'impact. Et en fait, plein de gens veulent simplement le bilan d'activité et des résultats de l'action sont forcément, ils confondent impact et effet. L'impact, c'est les effets auxquels contribue l'action indirectement. Là, on n'est pas du tout en mesure d'objectiver ça. On n'a même pas les moyens de vérifier que les objectifs sont atteints de façon super sérieuse. Donc, de l'impact, pas du tout. La petite musique de l'impact, moi, à la Fonda, on craint un petit peu on fait un petit pas de côté là-dessus. C'est que si on pousse la logique de l'impact vue par les lunettes d'investisseurs, de bailleurs de fonds, ça enferme l'action comme un service rendu à des bénéficiaires. Et ça entretient la logique de compétition entre les acteurs, puisque en mesurant l'impact, on va voir ceux qui sont les plus performants. Donc, c'est vraiment un instrument qui vise à identifier les plus forts, à discerner les plus efficaces, les plus forts, les plus performants de ceux qui sont les plus faibles. Je caricature à gros traits, parce que c'est quand même pas comme ça que c'est appliqué dans la réalité tout le temps, mais c'est un peu le risque, surtout si on continue à mettre, alors qu'on a besoin de mettre en coopération les acteurs, on les mesure, on les compare les uns entre les autres, on entretient cette logique de compétition qui est vraiment contre-productive. Et à très long terme, l'approche de l'évaluation par la performance qui la notion d'impact social, c'est aussi le risque qu'on trie à l'entrée.
pour présenter de bons résultats à la sortie, qu'il y ait un espèce d'écrémage à l'entrée. C'est-à-dire qu'on laisserait, pour présenter de bonnes statistiques, les cas les plus difficiles, le noyau dur du chômage, par exemple, à la porte, pour être sûr d'être payé à la sortie en présentant de bons résultats. Donc, il y a une portée très politique en fait, derrière les outils, les techniques de l'évaluation. Il y a des approches qui sont pas que techniques, quoi. Derrière, il y a une vision politique de l'évaluation dont il faut que les acteurs associatifs et de l'ESS s'emparent et reprennent la main pour non seulement construire des référentiels d'indicateurs qui soient conformes à leur vision de ce qui fait valeur, de ce qui compte, et pas que ce soit imposé de l'extérieur par des grilles, des batteries d'indicateurs homogénéisés pour tout le monde. C'est une question de valoriser aussi ce qui est très difficile, ce que font très difficilement les acteurs associatifs, c'est de montrer que ce qui compte pour eux, c'est pas forcément monétisable, entre guillemets. La qualité du service, qu'est-ce qui fait la différence entre l'aide aux devoirs dans un centre social et l'aide aux devoirs chez Academia? Et il n'y a pas photo, c'est le lien humain, c'est l'accueil c'est même la dame à l'accueil, c'est les fonctions, c'est la qualité de l'écoute, la posture, et puis d'ailleurs c'est pas de l'aide aux devoirs, c'est une action autour de la parentalité qui passe par l'aide aux devoirs. C'est pas du tout le même enjeu, et ça on n'est pas très capable de le mesurer, de le démontrer. Mais je trouve que ça progresse beaucoup, que les gens prennent la main que les acteurs associatifs comprennent qu'il y a d'autres manières, de toute façon qu'on va pas y couper, et que c'est plutôt sain de piloter l'action en se dotant d'une poignée d'indicateurs qui nous permet, on n'est pas obligé de faire des usines à gaz avec des évaluations externes et des randomisations avec un groupe témoin, un groupe placebo, etc. On peut se doter d'une dizaine d'indicateurs qu'on peut suivre soit au fil de l'eau, soit régulièrement, et ça donne vraiment des billes. Pour donner à voir ce que produit l'action collective. Et franchement, le moteur de l'engagement, c'est de se sentir utile. Donc, si on n'a pas ces éléments pour dire à nos bénévoles et à nos salariés et à tous les agents qui sont sincèrement engagés dans les territoires pour que cette politique publique se déploie, l'engagement va se tarir. Il faut donner à voir ça, d'abord pour des enjeux internes. Après, il y a des enjeux de pilotage. De pilotage stratégique. Est-ce qu'on répond réellement à des besoins? Est-ce qu'on atteint réellement les objectifs qu'on s'est donnés? Est-ce que les moyens sont cohérents? Est-ce qu'il faut en demander plus, etc., etc. Donc, c'est vraiment du pilotage politique et stratégique. Et puis il y a aussi, évidemment, des enjeux de redevabilité, entre guillemets, de rendre des comptes à nos financeurs. C'est évident, il faut, et d'ailleurs, les associations sont de bonne volonté pour le faire. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que ça demande du temps et un tout petit peu de compétences, et qu'on est seulement au début de l'appropriation des enjeux de l'évaluation par le monde associatif, avec des outils et des méthodes adaptés à leur spécificité. Parce qu'évidemment, des démarches d'évaluation, ça existe depuis 30 ans, mais adapté à la finesse de où sont les sources de création de valeur sociale dans la vie associative, elles sont aussi dans les manières de faire, et ça, on n'a pas beaucoup d'outils pour le mettre en lumière. Merci beaucoup, Charlotte. Est-ce qu'on a une dernière question, si vous voulez? On a déjà dépassé l'horaire, mais si vous avez une question auquel vous n'avez pas du tout eu de réponse et il vous semble important de la poser, c'est le moment. Voilà. Ou un témoignage, voilà. Sinon, si c'est très clair, c'est parfait. Merci beaucoup. Le petit webinaire a été enregistré, donc on pourra vous le renvoyer en replay pour si vous voulez reprendre note des choses qu'ont dit Adèle et Charlotte. Pareil, on va vous diffuser le PowerPoint qui a été présenté. Et je rajouterai le document de Jean-Baptiste, puisque dans le chat, il y avait une demande, donc je rajouterai, comme ça, vous aurez une vision complète des choses.
Voilà, merci beaucoup. La prochaine réunion, enfin le prochain webinaire sera fixé à la rentrée et on écoutera la Fédération nationale des caisses d'épargne qui vient de faire une étude sur le logement. Et la fédération a tout un pôle de recherche, d'études et de recherche. Et donc là, ils ont voulu travailler sur la question du logement et des financements, le logement social et des financements. Et peut-être qu'en ce moment, ça peut être assez intéressant d'avoir l'avis d'un banquier sur ces questions. En tout cas, moi, je vous souhaite un très bon été. Et puis, on se donne rendez-vous en septembre pour ce prochain rendez-vous. Voilà, merci beaucoup Charlotte et Adèle. Merci beaucoup. Merci à vous.